Bonjour tout le monde. Alors, nous voici finalement à la dernière démo de cette session et le premier numéro de la dernière démo. Donc, on se donne un domaine contractile U qui est dans R3. Et si la notion de domaine contractile est flou dans votre esprit, alors j'ai fait une vidéo à cet effet parce que je me doutais justement que ce serait peut-être pas clair pour tout le monde. Donc allez vérifier ça ou peut-être simplement aller relire vos notes. Et donc une fois qu'on a ça, après ça on nous demande de montrer que à chaque fois qu'on a un champ vectoriel E sur le domaine contractile, alors on a une équivalence et cette équivalence-là, ce qu'elle est, c'est que E est incompressible, c'est seulement si E admet un potentiel vecteur. Donc, une autre façon de dire ça, c'est que la divergence de notre champ vectoriel E est égale à 0, c'est seulement si, en fait, E, c'est le rotationnel d'un autre champ de vecteur. Donc, c'est ce qu'on va montrer. On va montrer la double équivalence et la double implication, pardon. Et finalement, on va utiliser l'indice qu'il nous donne, qui est bien entendu d'utiliser le numéro 5 du devoir 2, qui nous a été drôlement utile à la dernière TP aussi. Donc, allons-y. Ici, TP10, numéro 1. Et je vais réécrire l'énoncé de cette façon-là. Là. On va dire E, champ vectoriel, sur U contractile. Alors, la divergence de E est égale à 0 si et seulement si E est égal au rotationnel d'un champ vectoriel A, ici pour un certain A. Donc, on va laisser ça comme ça. Les hypothèses sont bien écrites dans la question. Puis, essentiellement, ce que je voulais faire en réalité, c'est réécrire ça ici. C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, il y a une implication qui est facile, et c'est la réciproque. On va commencer avec celle-là. En fait, les deux vont être faciles en vérité. Il n'y aura pas beaucoup de travail. J'essaie de faire une belle flèche, mais j'y arrive pas. Dernière tentative. Après ça, je vais la laisser telle qu'elle est. Bon, ça va être ça. Et en fait, la réciproque, elle est facile. Pourquoi? On se rappelle que les champs rotationnels, ils sont incompressibles. Donc, en fait, on a ouais, peut-être que je remets. Je vais faire un petit rappel ici. Ceux qui ont regardé ma dernière vidéo sur la récapitulation, vous l'avez fraîchement en tête. C'est le résultat suivant. Donc, je vais prendre F. On n'a pas de F dans notre histoire. Donc, ça, c'est égal à 0. En fait, c'est la fin de l'histoire. Je pense pas que je vais rien dire de plus. J'allais écrire une belle phrase, le mettre tout cute, là, mais il n'y a rien d'autre à dire que utiliser ce résultat-là. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que si E, ou peut-être en une phrase, si on suppose que E est égal au rotationnel d'un certain champ vectoriel A, alors la divergence de E est égale à la divergence du rotationnel de A, et ça, on sait que c'est égal à 0. Donc, c'était ça le raisonnement qu'il y avait à faire.
Ça ici, évidemment, c'est un résultat puissant qu'on utilise, donc ça va plus vite démontrer des choses quand on a déjà des outils dans notre banque. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'à ce stade-ci, probablement la première fois que vous êtes tombé sur cette preuve-là, quand vous avez fait le cours, ça a juste un peu passé sous votre radar parce que vous aviez tellement de choses à apprendre et vous ne saviez pas pourquoi c'était intéressant. Là, vous commencez, souvent quand on retombe la deuxième fois sur un résultat, on commence à dire ah ouais, finalement c'est intéressant, j'aurais dû regarder la preuve avec plus d'attention. Donc je vous invite à aller le faire, c'est pas fondamentalement difficile et je crois l'avoir vu dans vos notes. Donc peut-être que maintenant que vous utilisez cet outil-là, ça vaut la peine de comprendre sa construction. Encore là, en mathématiques, il ne faut pas se sentir mal d'utiliser des résultats qu'on ne pourrait pas démontrer soi-même. S'il fallait tout démontrer, on n'avancerait pas. Bon, et là, le sens direct. Donc, si on interprète la question, je vais donner la réponse après. Elle est un peu facile dans le sens qu'il faut juste faire appel à un outil aussi finalement. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que si la divergence est 0, là, il faudrait en théorie construire un A. Il faudrait montrer qu'il existe un A, qui est un champ vectoriel, tel que E est égal, et ça est égal au rotationnel. Et ça, c'est une construction, il faudrait le produire, donc c'est beaucoup plus difficile. Il faudrait utiliser cette hypothèse-là. Le fait au final que la dérivée par rapport à x de E plus la dérivée partielle de E par rapport à fait E1, E2 plus la dérivée partielle de E3 par rapport à Z. Il faudrait utiliser le fait que ça soit 0, manipuler cette hypothèse-là. OK. Donc, j'avais tout enregistré la vidéo. Comme vous voyez, j'ai terminé l'exercice. Puis, après ça, il y a eu un bug. Ça n'a pas enregistré comme du monde. Donc, je vais juste commenter la démarche au lieu de la refaire au complet. Ça va être plus facile pour moi. Donc, pour le sens direct, en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un théorème. C'est le théorème qui est ici. Ça, c'est dans vos notes. Page 56 de mémoire. Donc, ça nous dit que si U est un domaine contractile, alors n'importe quelle forme, ici c'est une P-forme qui est P plus grand ou égal à 1, donc ça ne marche pas pour les zéro formes, alors ben, oméga va être fermé, c'est seulement si oméga est exact. Alors là, il y a peut-être des petits commentaires qui s'imposent. La première chose qu'on peut se dire, ça veut dire quoi être fermé? Donc, en fait, c'est si seulement si, c'est la définition. Oméga est fermé si, quand tu prends la dérivée extérieure de la forme, ça te donne 0. Donc, c'est la définition. Ici, être exact, la définition, c'est que oméga est égal à la dérivée extérieure d'une autre forme. Donc, je vais l'appeler état, pour un certain état. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que état, il va falloir que ça soit une P moins une forme sur U également. Parce que quand on va prendre D état, son degré, ça va être une P forme. Parce que la dérivée extérieure, elle monte le degré de la forme de 1. Donc, dans le fond, il existe une P moins une forme, telle que quand tu prends sa dérivée, ça soit égal à oméga. Si vous êtes comme moi et que vous vous mélangez souvent entre c'est quoi fermé, c'est quoi exact, et là, il faut toujours essayer de s'en rappeler. Ça, c'est mon petit truc mnémotechnique que je me suis développé, mais si quelqu'un te dit de te la fermer, ce que tu fais, c'est que tu vas arrêter de dire des mots, tu vas dire 0 mot, tu vas faire 0 bruit. Donc, quand quelque chose qui est fermé, c'est 0. Et finalement, exact, ben, tu peux t'en rappeler par opposition à c'est quoi fermé. Mais sinon, exact, c'est qu'il existe un état tel que quand tu dérives, ça donne exactement oméga. Donc, c'est juste un petit truc. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Donc, ça, c'est notre théorème et on va utiliser notre théorème. Donc là, après ça, l'autre étape, on se donne une forme. Ici, ce qu'on voit, c'est que oméga, ça, c'est deux formes. Et c'est la deux formes associée au champ vectoriel E. J'essaie de faire un beau oméga. Donc, c'est une deux formes sur U. Et c'est la deux formes associée à E. Donc, E, c'est notre champ vectoriel.
En fait, on prend n'importe quel champ vectoriel sur U, donc c'est pour tout, là. Et ce qu'on fait, c'est que E, en fait, est égal à ça, E1J plus E2, E1I plus E2J plus E3K. Et là, ben, je lui associe la forme oméga. Finalement, je dérive d oméga. Là, ça, c'est un résultat que vous avez démontré, donc c'est dans le devoir. On sait, hop, ça, c'était pas supposé apparaître tout de suite. Donc, on sait que ça donne la divergence de, si j'associe deux formes à un champ vectoriel E et que je prends la dérivée extérieure de ça, ça nous donne exactement la divergence. Et là, on est dans l'hypothèse, il ne faut pas perdre de vue le problème. Dans le sens direct, on suppose, ben c'est ça qui est écrit ici, mais on suppose que la divergence de E, c'est égal à 0. Parce que c'est ça l'hypothèse. Donc, d'un côté, on a fait de la réciproque déjà, donc le sens direct, c'est de supposer ça ici. Donc, c'est notre hypothèse de travail, tout simplement. Donc, c'est ça, c'est la divergence, c'est 0. Ce qu'on a, c'est que la dérivée de oméga, c'est égal à 0. Donc, après ça, on peut appliquer le théorème. Par le théorème qui est juste en haut, oméga est exacte car elle est fermée. Elle est fermée à cause de ça ici. Ça, c'est la définition d'être fermée. Donc, une forme fermée, c'est quand tu la dérives, ça donne 0. Et là, on a une forme fermée sur U et on sait que U est contractile. Ça aussi, c'est une de nos hypothèses. Donc, on a un domaine contractile. On a démontré, dans le fond, par un calcul direct, que c'est une forme fermée. On a pris sa dérivée extérieure et c'est 0. Donc, en fait, ce qu'on prend en compte là, c'est que oméga est exact. Si oméga est exact, alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va exister, on a donc qu'il existe un état tel que quand je vais dériver état, ça va être égal ici à oméga. Ça va être exactement égal à oméga. Là, ici, il y a un choix où peut-être certains ont l'impression que je triche, mais pas encore. Ce qui se passe, c'est que pas encore. En fait, je ne vais jamais tricher. Ici, ça, c'est une forme tout à fait générale. Donc, si oméga, c'est une deux formes, il faut que état, ça soit une forme pour que quand je la dérive, j'aie une deux formes et que je puisse espérer que ça soit égal à oméga. Donc, ici, j'ai une forme sur U et la base d'une forme sur U, c'est dx, dy, dz. Et les A1, A2, A3, c'est vraiment juste des scalaires. Ben, en fait, c'est des fonctions, mais ils sont tout à fait générales. Je les ai appelés A1, A2, A3 parce que, évidemment, un peu plus tard, on va se rendre compte que c'est ça qui est. Je suis en train de construire mon champ vectoriel A dans le fond, donc j'ai déjà ça en tête, mais je suis pas en train de tricher. Je suis vraiment juste. Je les ai appelés A1, A2, A3, mais si j'étais pas dans le contexte, dans le fond, une forme, je l'aurais appelé peut-être lambda 1, lambda 2, lambda 3 pour avoir des fonctions ou. J'aurais peut-être donné un F1, F2, F3 à ces noms-là, au coefficient, si vous voulez, de ma base. Ben, c'est ça. Donc, j'insiste ici, là, j'ai choisi les noms A1, A2, A3. C'est juste parce qu'à la fin, ça va être plus cute. Mais là, ici, dans le fond, ça, c'est trois fonctions. Ils vont toutes de R3. Ici, je peux écrire les AI. Ils vont tous de R3 et ils vont dans R. Donc, si j'en ai trois, je peux former un champ vectoriel avec ça. Puis là, en fait, ce qu'on sait, c'est que oméga est égal à la dérivée de eta. Et la dérivée de eta, donc c'est la dérivée de ça ici. Ah, ici, il manque un y. Et ça encore, c'est un résultat qui est en votre devoir. Donc, si je dérive, dans le fond, une forme associée à un champ vectoriel A, ce que j'obtiens, c'est son rotationnel. Donc, chacune des composantes en avant ici, ça, c'est la première composante du rotationnel, la deuxième composante du rotationnel, la troisième composante du rotationnel. Je pense qu'il manque un petit bout. Ouais, je peux peut-être reculer une petite affaire. Et voilà. Et dans le fond, ici, on a l'égalité avec E1, E2, E3 parce que c'est pareil comme si deux vecteurs sont égaux, c'est seulement si chacun des coefficients devant chacun des trucs de la base sont égaux. Donc, il faut voir
y wedge dz, dz wedge dx et dx wedge dy comme des éléments de la base. Donc, en fait, pas comme, mais c'est une base. Et donc, deux formes sont égales, c'est seulement si les fonctions devant chacun des éléments de la base sont les mêmes. Donc, à ce moment-là, ça me dit que c'est l'implication qu'on voulait avoir. Le champ vectoriel A1, A2 est égal à... en fait, c'est égal au rotationnel d'un champ vectoriel A. Et c'est tout, on a terminé. C'est ça qu'il fallait faire. Donc, peut-être un petit commentaire. Dans la question en tant que telle, là, ce qu'il fallait faire, parce que là, on a contourné le problème. En fait, je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo qu'elle a comme coupé, mais peut-être juste pour insister, là, on était parti de notre hypothèse que la divergence de E est égale à 0. Et là, il fallait produire un champ vectoriel A tel que si je prends son rotationnel, ça soit exactement égal à E. Et ça, c'était pas une mince tâche, donc c'était pas facile de faire ça. Et évidemment, c'est ça, on a utilisé un gros théorème qui nous dit que si U est un domaine contractile, alors toutes les formes fermées sont exactes. Donc, dans le fond, on a que la divergence soit fermée. En fait, si on y pense vraiment, ce qui s'est passé d'une certaine façon, c'est que ça, dans le langage des formes, ça nous a dit que d oméga fermé, si... il n'y a pas d'accent sur le E. Ça nous a dit que d oméga était fermé. Ici, oméga, c'est une forme associée à E. Et parce que ça, c'était égal à 0. Et là, après ça, on a utilisé le fait que le théorème nous a dit, ben, si oméga est fermé, en fait, il faut que oméga soit exact. Donc, oméga est égal à d eta. Et après ça, on a utilisé le fait que d eta, c'était égal au rotationnel d'un champ vectoriel. Donc, on a comme... en fait, si on était resté entièrement dans le monde du calcul différentiel ordinaire, je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés à faire. C'est certainement un théorème qui a été prouvé là, sans les formes extérieures, mais certainement pas là, juste comme ça dans un petit exercice. Donc la puissance 1 du théorème qu'on a utilisé, mais aussi des formes différentielles. Et là, dans le fond, l'exercice est terminé. J'en profite pour jaser juste un tout petit peu. Je trace un trait sur, en fait, d'où vient, parce que les notions de fermé et exact, donc on les a vues ici, on connaît leur définition, on comprend probablement leur définition. Ce qui peut être moins clair, c'est pourquoi qu'on invente ces notions-là. Ici, ils nous ont semblé utiles, mais en fait, peut-être, qu'est-ce qui les a motivés? Donc, là, j'y vais en style libre, donc je vais improviser ça. Mais je pense que essentiellement l'histoire peut commencer du fait que si je vais intégrer une fonction entre A et B, donc mettons je veux juste intégrer cette fonction-là, ben, une des questions que je peux me poser, c'est de dire, hey, ben, si f est égal à, s'il y a une autre fonction grand F, que quand je la dérive, ça me donne f, ben, à ce moment-là, je sais que je peux appliquer le théorème fondamental du calcul. C'est ça. Pour avoir tout simplement que ça c'est égal à f de b moins f de a. Et mon calcul est drôlement simplifié. Donc on aime ça, intégrer des dérivés. C'est pas 100% analogue, mais ça ressemble vraiment à ça. En fait, même ce que vous aviez vu, et là ça va être 100% analogue, si j'ai l'intégrale sur une courbe d'un champ vectoriel f, donc on va le noter comme ça, là, une question que je peux me poser, c'est si f c'est un champ conservateur, ou ça veut dire qu'il existe une fonction potentielle. Une fonction potentielle, ce serait juste une fonction qui va de R3 dans R, telle que si je prends son gradient, ben en fait, ça me donne exactement le champ vectoriel f.
Donc, s'il existe ça, à ce moment-là, j'ai comme le théorème fondamental du calcul des courbes, si vous voulez, qui me dit que ça va être égal de l'intégrale de A à B de f qui va manger du ART, produit scalaire avec la dérivée de R dt. Puis ça, bien évidemment, là, on a R qui va de l'intervalle AB dans C, qui est une paramétrisation. Et, parfait, j'ai pas, je vais tasser ça ici aussi. J'ai pas encore utilisé le théorème. Ce qu'on a, c'est que ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais là, justement, si on a que f est un champ conservateur, on sait que ça ne dépend pas du chemin ni de la paramétrisation. Donc, je peux juste écrire ça directement. Je prends le bout B moins l'autre, le début de la courbe et j'évalue mon champ vectoriel aux 2 points. Et ça me donne la réponse. Donc, à ce moment-là, ça, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on peut avoir en tête comme image, c'est que si j'ai une courbe qui est paramétrée, donc ça c'est ma courbe C par exemple, et ça c'est R de B, ben j'ai pas besoin d'intégrer tout le long de la courbe, j'ai juste besoin de savoir la valeur au début et à la fin. Ça c'est intéressant. Donc en fait ça dépend pas du chemin. Si je prenais d'autres chemins ici, là, C', C', donc je prends peu importe le chemin que je prends, tous les chemins que je suis en train de faire, ils vont donner exactement la même intégrale si j'intègre f sur ces chemins-là, parce qu'ils commencent tous au même bout, puis finissent tous au même bout. Donc là, si on traduit cette situation-là dans le langage peut-être du calcul des formes, ce qu'on a, on peut voir f, en fait, je pourrais lui associer une forme. Donc là, je n'ai pas vu votre examen, je ne sais pas, j'espère que je ne suis pas en train de faire sans faire exprès votre question d'examen. Parce que ça a l'air d'être, ça pourrait être une bonne question, là, ça ressemble au numéro 2 qu'on va faire. Et en fait, la question que je peux me poser, dans le monde du calcul ordinaire, je me dis, est-ce qu'il existe f qui va de R3, ben en fait c'est écrit ici, tel que si je prends son gradient, c'est égal à grand F. Mais dans le monde des formes, ce qui se passe, c'est que je me demande en fait si c'est exact. Et c'est ça mon but, c'est je voulais justifier ou apporter les notions d'exact et fermé de façon plus intéressante que juste les définir. Donc, dans le fond, si ça c'est exact, ce que je me pose, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il existe une zéroforme? Donc, une zéroforme, c'est une fonction qui va de R3 dans R. Donc, f, une zéroforme, on va dire juste Rn parce qu'on ne sait pas vraiment sur quoi on travaille, mais est-ce qu'il existe une zéroforme? On fait sur R3, parce que ça au moins. Donc, est-ce qu'il existe une zéroforme sur R3 telle que si je prends sa dérivée extérieure, et la dérivée extérieure d'une zéroforme, c'est égal à ça ici, donc la dérivée de f par rapport à x dx, la dérivée de f par rapport à y dy, plus la dérivée de f par rapport à z dz. Donc ça, c'est une zéroforme. Je me demande si ça existe. Et en fait, ce que je me demande, si f exact, en fait, si ça c'est exact, je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler oméga. Donc, si oméga en haut ici est exact, ça veut dire qu'il existe une zéroforme telle que, ou même en fait, pour regarder la notation, là, je vais appeler ma zéroforme eta. Ça va servir de support psychologique. Je pourrais mettre des eta ici. Ça ne change strictement rien. C'est juste que f, on l'associe comme des fonctions. Là, je veux qu'on pense un peu plus dans le monde des formes. Donc, est-ce qu'il existe un eta qui est une zéroforme tel que quand je prends sa dérivée, ce soit exactement égal à oméga? Mais ça, c'est égal à, au final, c'est analogue au gradient de eta si je voyais comme eta comme une fonction et non comme une zéroforme. Et en fait, ce qu'on aurait, c'est que de ce côté-là,
En fait, je vais peut-être juste barbouiller avec des crayons de couleur. Ici, on a F1, F2, F3. Si c'est égal à d état, ça veut dire que F1 est égal à la dérivée partielle d'état par rapport à x, F2 est égal à la dérivée partielle de état par rapport à y, et finalement la même histoire ici. Donc, au final, on aurait effectivement que F est égal au gradient de état. Donc, je ne sais pas si vous voyez le lien avec... en fait, oui, vous le voyez là. Donc, c'est ça tout le langage des formes. Donc, la question de se poser est exacte. On se la posait déjà sans utiliser les mots. On se posait cette question-là quand on cherchait ici, par exemple, là, ça se traduit moins dans le langage du calcul des formes, mais quand on se posait, est-ce que f ici, je peux y trouver un grand f tel que quand je dérive somme de petit f? Si oui, je peux appliquer ce résultat-là. Et ici, pour les champs vectoriels, je me demande, est-ce qu'il y a un potentiel? Donc, de savoir si un champ vectoriel, donc je pense que je vais terminer la discussion là-dessus, juste rassembler les idées. Si je me pose la question, est-ce que f conservateur, c'est de savoir est-ce que f est un champ conservateur, ça veut dire est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce qu'il existe un petit f tel que quand je prends son gradient, ça soit égal au champ vectoriel f. C'est la même question qu'au final, si je me demandais si oméga exact, si j'associe une forme comme que j'ai faite ici, j'associe une forme, puis je me demande si cette forme-là elle est exacte, ça revient au même, c'est la même question. Donc, essentiellement, c'est de là que ça vient. Et les formes fermées, ça va être pour un autre chapitre. Essentiellement, c'est une forme fermée, c'est quand tu intègres à 0. Laissez-moi 2 secondes. La meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est une forme fermée. C'est un peu l'équivalent de si tu prends un champ vectoriel, tu regardes sa divergence et que ça c'est égal à 0 sans que f soit le rotationnel d'un champ de vecteur parce qu'on sait que la divergence d'un champ rotationnel c'est 0. Donc ça c'est comme fermé, c'est juste la moitié. C'est égal à 0 mais sans être le rotationnel. Et on a quelque chose de semblable si on peut se demander... On sait que le rotationnel d'un champ gradient, donc je vais l'écrire comme ça c'est égal à 0. Les champs conservateurs n'ont aucune rotation. Mais dans le fond, ça se pourrait que je prenne un champ vectoriel E au hasard, que je calcule son rotationnel et que ça soit égal à 0 sans que E il soit égal à un champ conservateur. Donc, ça, c'est la notion d'être fermé. C'est un peu d'avoir ces propriétés-là d'être égales à 0 sans pour autant provenir d'être la dérivée extérieure d'une autre forme ou d'être le potentiel, le gradient d'un potentiel, par exemple. Finalement, une autre propriété des trucs exacts, si on revient à l'histoire de nos courbes ici, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, je vous le rappelle, si j'ai une courbe fermée, C, et que j'intègre quelque chose de conservateur dessus, donc l'intégrale sur une courbe fermée d'un champ conservateur, ça c'est égal à 0 pour la raison qui est ici, parce que l'intégrale d'un champ conservateur sur une courbe, c'est la fonction, le champ vectoriel évalué au point final. Ah, ici, je viens de me rendre compte que c'est un A, mais pas grave. En fait, c'est exactement ça que je veux faire là. C'est le point final moins le point de départ. Et si les deux correspondent, à ce moment-là, la formule que je viens d'écrire, ça fait exactement justement A, A. Et ça, c'est égal à 0 parce que ça va être 2. On va soustraire la même chose. Donc, dans le fond, tous les champs conservateurs sont toujours 0 sur les courbes fermées. Par contre, ce qu'on va appeler aussi des formes fermées, maintenant on sait comment intégrer, je pourrais intégrer oméga sur C. Si ça c'est égal à 0, on pourra dire que oméga est fermé. Donc, dans le fond, il y a des champs vectoriels que tu peux intégrer sur des courbes qui vont donner 0, mais qu'ils ne sont pas nécessairement des champs gradients. Donc, les champs gradients, les champs conservateurs, ça, ils vont nécessairement intégrer à 0.
mais une forme, un champ quelconque, ça ne sera pas nécessairement le cas, mais on va dire qu'ils sont fermés. En fait, ça peut être un autre truc mnémotechnique. Si tu intègres sur une courbe fermée un champ ou une forme et que ça donne 0, à ce moment-là, c'est fermé. En fait, c'est peut-être de là que ça vient le truc. Donc, ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc, la dernière chose, là, parce que ça peut être des petits morceaux qui vont vous être utiles bientôt. Donc, j'arrête là. Salut!